Voilà, 200 kilomètres de lignes de métro percées au cœur de la ville, de la région capitale. C'est un chantier absolument colossal, unique par son ampleur. Le Grand Paris Express force l'admiration et il pose aussi beaucoup de questions, hein. On vient de le voir, le sort des populations modestes notamment, est-ce qu'elles vont être exclues, reléguées un peu plus loin, le désengorgement évidemment d'une région dont les transports sont saturés, il y a la question de l'équilibre entre la région capitale et le reste du pays, la question de l'emploi et puis, ce n'est pas le plus petit sujet, la question de savoir si tous ces investissements sont soutenables, raisonnables à l'échelle de notre pays. Nous allons maintenant en débattre avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacqueline Lortillois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, spécialiste des questions de mobilité et je précise que vous vous opposez à ce projet du Grand Paris Express, en tout cas tel qu'il est, vous nous en direz plus. Bonjour à vous Bernard Catelin. Bonjour. Merci d'être avec nous au nom de la Société du Grand Paris dont vous êtes l'un des membres du directoire. Face à vous Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Essonne, groupe Union Centriste, comme élu de l'agglomération de Paris-Saclay, vous êtes directement intéressé par le développement du Grand Paris. Et puis bonjour à vous Olivier Rasmont, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de mobilité, vous tenez un blog sur le site du Monde et vous publiez Chronique impatiente de la mobilité quotidienne aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors, on le voit, des habitants qui sont obligés de quitter leur appartement au nom de l'intérêt général. Il y a des vies qui sont chahutées, hein, c'est ce qu'on vient de voir, pour soulager le quotidien de millions d'habitants, de millions de franciliens. Est-ce que c'est si simple? D'abord, question pour vous, Bernard Catelin, des personnes comme cet îlot Ferragus qu'on vient de voir, obligées de renoncer à leur logement. Est-ce qu'il y en a beaucoup à l'échelle du Grand Paris Express? Alors d'abord, je voudrais dire que le projet qu'on fait est un projet formidable, mais c'est vrai que des images comme celles qu'on vient de voir, ce n'est pas les meilleurs moments que l'on peut avoir dans ce projet. C'est jamais par facilité que l'on doit se résoudre à détruire un logement et à faire une installation pour ce métro sur des logements. Heureusement, c'est en assez faible nombre. On a sur l'ensemble du Grand Paris Express, sur les 200 km que vous avez évoqués, à peu près une centaine de bâtiments de logements qui vont être détruits à l'occasion de ce métro, ce qui représente à peu près 200 familles qu'il faut reloger. Alors on a évidemment toute une mécanique pour accompagner ce relogement, les aider à trouver un nouvel habitat, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit locataire. Donc ce que vous dites, c'est que c'est relativement faible par rapport à l'enjeu de ce projet? C'est relativement faible, c'est toujours trop sans doute, mais c'est faible par rapport à l'enjeu de ce projet. Ces gares, ce métro, il a été conçu pour desservir des secteurs qui sont des secteurs urbanisés. Donc de fait, les gares sont au plus proches en général des habitations. Et de fait, pour les construire, une gare, ça prend de l'espace. Nos quais font 108 mètres de long. Il faut donc réaliser en profondeur cet ouvrage. Des ouvrages annexes tous les 800 mètres pour assurer les secours, les évacuations, la ventilation de ce métro. Et donc ceci se fait en milieu urbain. Et avec des conséquences en surface. Voilà. Sur ce point précis des relogements, Jacqueline Lortillois. Moi, je suis assez critique sur ces questions. Enfin, j'ai trouvé le film traduisait vraiment deux planètes différentes, avec des gens qui pensent le bien public, mais comme dirait le film, comment peut-on passer l'humain d'aussi haut? Et puis à côté, les gens d'en bas qui galèrent, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais sur ce point précis, en tout cas des expropriations, parce qu'on va revenir sur la philosophie générale, mais sur ce point précis qu'expose ce documentaire des expropriations, on a le sentiment quand même que ça reste assez minoritaire. Mais c'est minoritaire, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est utile pour les habitants? Parce que, bon, Aubervilliers a-t-il besoin d'un réseau qui fait est-ouest? Alors que si on regarde où vont travailler les gens d'Aubervilliers, ils vont bosser à Paris, donc le périphérique à traverser. Aubervilliers est déjà très bien desservi. Et la ligne 15 relie vers Marne-la-Vallée. Donc, eux, ils vont vers le sud. Ils ne vont pas ni à l'ouest ni à l'ouest. Alors, on va regarder, parce que ça concerne beaucoup de monde. Je vais vous donner la parole, mais avant cela, peut-être une carte pour qu'on voit quand même de quoi il s'agit, puisque à l'issue de ce chantier du Grand Paris, eh bien, voilà à peu près à quoi ressemblera le réseau. On le voit, effectivement, il s'agit de contourner Paris. Olivier Rasmont, peut-être sur ce point de l'utilité pour les habitants, hein, puisqu'il faut partir du besoin des gens qui habitent là. Est-ce que vous contestez le principe même de ce projet? Ce qui est marrant dans le film, en fait, ils disent assez simplement,
on aurait aimé être mieux prévenu. Il dénonce l'opacité, en fait. Et il y a eu une opacité à la SGP, Société du Grand Paris, pendant des années, qui a été dénoncée par la Cour des comptes. Et ça ils n'apprécient pas. C'est vraiment ça qu'ils n'apprécient pas. D'ailleurs, cette carte, elle est très intéressante parce qu'à chaque fois qu'on montre des cartes du Grand Paris Express, on montre que le nouveau réseau. On ne montre pas les liens avec les réseaux existants comme si c'était accessoire, alors qu'en fait, évidemment, le plus important dans tout ça, puisqu'il s'agit quand même en principe de désaturer les lignes de RER et de train, en principe, les intersections devraient être montrées et puis les autres lignes devraient être montrées. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'on se focalise un petit peu, et dans le film, on le voit beaucoup, cette espèce de focalisation pour un grand projet français, pour quelque chose qui va rayonner, pour une espèce de grandeur de la France. Et quelqu'un, je crois que c'est Maurice Leroy qui dit ça comme ça. Attendez, mais là, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire se déplacer les gens ou c'est de faire un super projet du BTP qui va rayonner mais au départ c'est comme ça que ça nous a été vendu quand Nicolas Sarkozy vend le projet en 2009. Il dit on va faire quelque chose d'extraordinaire, ça va nous emmener jusqu'au Havre. Ça partait, comme dit le film d'ailleurs, ça partait de très haut, quoi. Oui, exactement, c'est exactement ça. Oui, alors il ne faut pas... Non, je voudrais revenir quand même sur l'aspect humain, parce que j'ai été qualifié de maire bâtisseur sur Massy, j'ai été maire de Massy pendant 22 ans, on a fait des expropriations. On a fait beaucoup d'opérations de construction et il y a eu des expropriations. Quand j'entends 200 logements, je ne dis pas qu'on a exproprié 200 logements, mais on en a exproprié pas mal et on a aussi des opérations de démolition-reconstruction. Et donc à l'échelle d'une ville et pas à l'échelle... Ça se traite au niveau d'une ville et ça se traite en discussion, bien entendu en amont. Il faut traiter les problèmes humains, mais c'est vrai que dans une ville, on ne fait pas forcément, on ne peut pas forcément respecter tout l'existant pour construire une ville et pour la faire évoluer. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est important effectivement d'en tenir compte et de le traiter au mieux. Ça fait partie, je dirais, de tous les grands projets. Alors ce qu'il faut voir quand même sur le Grand Paris Express, on ne parle pas du Grand Paris, parce que vous dites Le Havre c'est le Grand Paris. Là on parle d'un nouveau métro qui vient contrecarrer un peu l'organisation actuelle des transports en Ile-de-France, qui est une organisation en étoile. Il faut passer par le centre de Paris pour aller d'une banlieue à une autre. De ce point de vue-là, c'est révolutionnaire. La logique, elle veut, finalement, ce qui s'est fait aussi dans Paris, parce que dans Paris, on arrive à tourner, quoi, même si on a des lignes qui sont un petit peu en étoile aussi, mais enfin, on arrive à aller un peu partout. Voilà. Il y a déjà des choses, mais c'est un complément, et c'est pour gagner, bien sûr, de la vitesse de déplacement. Et la vitesse de déplacement, on sait que c'est important sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a énormément de franciliens, et notamment de banlieusards, qui passent un temps fou dans les transports en commun. Quand on prend le RER, ce qui est mon cas, je prends le RER, je fais aussi du vélo, donc voilà, je ne suis pas un élu qui est dans sa voiture de fonction avec chauffeur, j'en ai pas. Donc c'est important de dire qu'on va gagner énormément de temps pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui vont d'une banlieue à une autre, et ça c'est fondamental quand même pour demain. Moi je regardais dans le documentaire, en tout cas il y a ce chiffre, alors peut-être qu'il est contestable, 15%, si j'ai bien entendu, des trajets se font de banlieue à banlieue. À titre personnel, ça me semble assez peu. Et c'est peu aujourd'hui d'une façon assez naturelle, parce que quand vous voulez d'aller de banlieue à banlieue, le plus souvent vous êtes obligé de passer par Paris. Si vous voulez prendre le métro pour aller de banlieue à banlieue, aujourd'hui il n'y a aucune possibilité. C'est ça le changement majeur que va apporter le Grand Paris Express. Parce qu'avec le Grand Paris Express, si je reprends l'exemple d'Aubervilliers, c'est vrai qu'aujourd'hui, par les transports, et encore plutôt demain avec le prolongement de la ligne 12, ils peuvent se rendre dans le centre de la capitale et c'est tout. Demain, ils pourront aller directement à la Défense, ils pourront aller directement à Bobigny, la préfecture du département, ils pourront rejoindre le Val-de-Marne s'ils le souhaitent, ils auront accès à d'autres pôles d'emploi, à d'autres pôles d'activité. Donc l'idée, c'est pas seulement de désaturer les transports en commun, c'est aussi de désaturer les réseaux routiers, faire en sorte que les gens qui prennent aujourd'hui leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix quand ils vont de banlieue à banlieue, prennent le métro. C'est un ensemble, c'est de soulager aussi effectivement les voiries routières, c'est aussi de soulager le métro dans sa partie centrale, les RER qui sont saturés parce que les gens passent par Paris pour faire des correspondances. Juste un point quand même sur le fait que les franciliens semblent ne pas avoir toujours été associés. C'est un point que vous soulignez, monsieur le sénateur. De ce point de vue-là, dans la philosophie, on l'a vu, il y a une chose, mais il y a aussi la question de la manière dont ce projet a été vendu aux habitants et dans quelle mesure ils ont été associés. Il faut encore que ces projets soient utiles pour eux. Parce que dans le film, il y a quelque chose qui me frappe. Enfin bon, j'ai relevé beaucoup d'erreurs de la part des experts qui interviennent. J'en retiendrai qu'une seule, c'est Maurice Leroy, qui a été ministre de la Ville et qui parle de Clichy-Montfermeil, qui dit Clichy-Montfermeil a besoin d'1h30 pour aller à Roissy. Bientôt, ça sera 20 minutes, ça sera formidable, etc. Sauf que les habitants de Clichy-Montfermeil ne vont pas à Roissy. Roissy a perdu en 6 ans 19 000 emplois. Il recrute sur 10 départements et
mais pas du tout localement. C'est un pôle ultra spécialisé qui n'a que 2% des métiers répertoriés en France. Et donc, il a besoin de drainer un énorme bassin de recrutement. Et les habitants de Clichy-Montfermeil vont vers le sud, ils ne vont pas du tout vers le nord. Mais donc, le cas qui est cité, par exemple, dans le documentaire par Patrick Brouzek, qui dit, voilà, il y a une femme de ménage qui peut nettoyer, par exemple, les bureaux de la Défense, qui travaille à 5 heures du matin. Sa vie à elle ne peut pas changer grâce à ce métro automatique du Grand Paris Express. Alors justement, lui, il fait une erreur. Il fait une erreur justement à propos de la femme de ménage, parce que la femme de ménage qui nettoie la Défense, elle n'habite pas à Saint-Denis, elle habite Mantes-la-Jolie et elle n'est pas desservie par le Grand Paris Express. Alors là-dessus, Olivier Razemont. La question, elle est bien sûr que sa vie doit changer, mais de quelle façon? Est-ce que l'objectif, c'est systématiquement d'adapter les réseaux de transport au trajet que font les gens qui sont parfois très 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 longs, ou est-ce que l'objectif, c'est de trouver, là on continue à construire des tours à la Défense, alors que finalement, on pourrait aussi les mettre, on commence à en faire quelques-unes, d'ailleurs à Massy, à Noisy-le-Grand, à Val-les-Fontenay, etc. Mais on concentre systématiquement. Alors là, on parle tous de l'Île-de-France, mais on oublie complètement. Et alors là, dans ce débat, moi je suis très étonné, on ne parle pas du reste de la France. On a des villes moyennes qui sont en train de crever, on a partout dans le reste de la France, on a des endroits où on va en parler après. On va en parler après, ne vous inquiétez pas. On va en parler après, mais évidemment, comme c'est l'objet de ce film. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que dans ce débat, on parle à la fois de ce qui existe aujourd'hui et puis de cette réalité qui va être transformée du fait de l'existence même du Grand Paris Express. Incontestablement, il y a besoin de liaisons banlieue-banlieue, incontestablement. Alors, je ne suis pas suffisamment expert pour dire lesquels il faut absolument, mais ce qui me frappe simplement, et ça, je pense que ça peut amener à la réflexion quand même, c'est qu'il y a 25 ans, on disait la même chose. Et on a fait le Transval de Marne, qui est un bus à haut niveau de service, qui est très rapide, qui est maintenant très très emprunté, certes, et avec exactement les mêmes arguments. Donc est-ce que finalement on continue cette espèce de fuite en avant, continue à construire il faut relativiser tout ça, parce que le métro parisien, lui, a été fait il y a un petit moment, et il a été financé sur 70 ans. Ouais. Donc depuis lors, il y a eu un certain nombre de travaux, il y a un certain nombre de lignes, mais si moi je prends le département de l'Essonne, voire le département des Yvelines à côté, vous pouvez me citer beaucoup de lignes vraiment structurantes depuis 50 ans. Si vous m'en citez une ou deux, je serais content, mais on ne les a pas vus venir, on les attendait. Aujourd'hui, on a une proposition qui est faite qui va permettre justement de réaménager, pas forcément de concentrer uniquement dans l'ouest un certain nombre d'activités, mais aussi de les transposer à l'est, parce que moi je suis convaincu que les nouvelles gares, il y a plus de 60 nouvelles gares qui sont prévues, ça va attirer du développement économique et ça va attirer des entreprises, ça va attirer des emplois. Donc c'est important aussi qu'il n'y ait pas qu'une concentration à l'ouest, en Ile-de-France, et le métro du Grand Paris Express peut permettre, ce n'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments qui peut permettre ce rééquilibrage économique et démographique de la région. Alors Bernard Cattelin, pour finir sur cette affaire de l'association des habitants à ce projet, vous êtes parti évidemment de leur vie, où vous êtes parti de l'idée que vous faisiez de ce que serait la vie des habitants d'Île-de-France dans 20 ans. Il y a les deux éléments. Il y a la réalité du terrain aujourd'hui et puis il y a la projection dans l'avenir et le fait de permettre à la femme de ménage de Saint-Denis d'aller à la Défense, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'elle n'y va pas, mais elle ne peut pas y aller physiquement de façon simple. C'est tout ça qui a présidé à l'élaboration de ce projet. Ce projet, il n'est pas sorti sur des cahiers de technocrates. Il a fait l'objet de grands débats. Il y a eu un grand débat public en 2010-2011 avec deux projets d'ailleurs qui ont in fine fusionné, celui de la région et celui de l'État, avec énormément de réunions de concertation pour regarder où implanter les gares. Elles ont été d'ailleurs assez sensiblement rajoutées dans cette phase de concertation et pour déterminer quelles seraient les caractéristiques de ce réseau. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Un réseau qui certes est un réseau nouveau, alors la carte était sans doute trompeuse tout à l'heure, mais qui est un réseau extrêmement maillé avec le réseau existant. Les 3/4 des gares sont des gares en correspondance avec un mode lourd, qu'il s'agisse du RER et du métro. Finalement, on est assez frappé parce qu'il y a certes des difficultés, comme on l'a vu dans le documentaire, mais pas d'opposition très forte du type,
parallèle n'est peut-être pas le bon, hein, mais du type Notre-Dame-des-Landes, par exemple. On n'est pas à ce Vous niveau de mettez ça- connaissance. Non, non. Alors, C'est dites- parce que les gens ne connaissent pas On le n'est pas à niveau de dossier. connaissance en Ah, réalité. ouais. C'est frappant. Olivier Même en Razon. Ile-de-France, il faut souvent détailler les choses pour expliquer. Moi, je suis frappé, je vais un peu partout et il faut toujours détailler c'est quoi. Et beaucoup de gens même font la confusion avec le Charles de Gaulle Express. Il y a le mot Express, etc. Il faut Ouais. vraiment à chaque fois. Charles de Gaulle Express, qu'on le précise un peu aux Oui, téléspectateurs, Gare de l'Est, c'est voilà. autre chose. Et qui pour le coup est totalement inutile à mon avis. Mais donc on est en train vraiment, on n'a pas une grande connaissance. Et alors en dehors d'Île-de-France, moi je suis frappé. Je demande à des responsables des transports, des élus, à Grenoble, à Strasbourg, à Nantes, à Pau, et je leur dis qu'est-ce que vous pensez du Grand Paris Express? Je leur pose cette question-là. Ils me disent, alors soit ils confondent, soit ils disent pas d'avis. Ils ne voient pas le truc. Ça ne les concerne On est pas. en train- ça les concerne non, mais pas. attendez, Ça- Alors ça, c'est intéressant, Non, mais- parce qu'on va alors, terminer, puis on Non, va... mais on est en train de se financer, nous, en Ile-de-France, notre super métro à 40 milliards d'euros, voire plus, mais vous me direz peut-être combien plus tard. Et puis dans le reste de la France, on leur dit, non, les TGV c'est terminé, les lignes, les petites lignes c'est fini, débrouillez-vous. Et on regarde ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie question. Je pense qu'il faut que l'ensemble des Français s'approprient cette affaire de l'hypercéphalie francilienne et se pose la question. Et effectivement, ce serait intéressant que le GPE, le Grand Paris Express, devienne un débat national et pas seulement. Alors là-dessus, parisien. Vincent Delahaye, parce que vous dites, ça ne les concerne pas dans les autres régions. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas Ça ne concernés. veut pas forcément dire que ça ne les concerne pas. Je reprends un tout petit peu ce que j'ai dit. Mais on va se financer, comme vous le dites, parce qu'en fait, on s'autofinance avec des augmentations de versement transport, des prélèvements sur les taxes foncières, en Ile-de-France. Hein, Ça veut dire que les Franciliens payent le développement de leur métro. Et j'avais proposé, moi, qu'on crée une taxe sur les plus-values immobilières aux alentours des gares. Parce que quand on crée de la valeur et quand l'argent public crée de la valeur, moi, je trouve qu'il faut en récupérer une Et partie. ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on a aménagé Massy. Moi, j'ai aménagé une zone industrielle en vrai quartier de ville grâce à ça. Parce que j'ai donné des droits à construire, j'ai récupéré de l'argent. Et je trouve qu'on ne récupère pas assez cet argent. On devrait récupérer une partie de cet argent. Et dans ces cas-là, on peut aller beaucoup plus vite pour réaliser ce métro qui, pour moi, est indispensable en Ile-de-France. Donc, si on veut que la région continue à se développer, je pense que c'est une bonne chose pour l'ensemble de la France. C'est pas uniquement bon pour la région Île-de-France, c'est bon pour toute la France. Qu'on ait une capitale et une métropole qui se développent bien, vous savez, dans le monde, qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Regardez bien. Il y a quand même quelques très grandes métropoles, on a intérêt, nous, à avoir une très grande métropole. Mais alors, ça, on parlera de la question de la concurrence entre les grandes métropoles, mais sur la question de, comment dire, l'hyper-centralisation de notre pays. On est sur Public Sénat, on est attaché à toutes ces questions d'équilibre entre les territoires. Est-ce que ce chantier, qui est absolument pharaonique, et là je me tourne vers vous, Jacqueline Lortua, est-ce qu'il n'est pas par sa démesure en train de consacrer l'hyper-centralisation de la France? Moi, je trouve qu'effectivement, et en plus, à l'intérieur de l'Île-de-France, il y a une concentration extrêmement grande sur quelques pôles. Alors, une transformation, évidemment, il y a une question, c'est à quelle échéance? Parce que c'est l'un des points quand même du désarroi qu'on voit hein, dans le documentaire, c'est que finalement, ces échéances, elles ont tendance à reculer. Il y a un des intervenants, un des anciens patrons de la Société du Grand Paris qui dit, voilà, notre société, elle a été créée avec un objectif unique, réaliser le Grand Paris Express dans les délais impartis. Bernard Catlin, ces délais, on a le sentiment qu'ils ne cessent de reculer. Alors, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Il faut voir qu'on est parti d'une feuille blanche en 2010 avec le débat et on aura un métro qui sera complètement en service, c'est 200 km, en 2030. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de précédents dans le monde où en 20 ans, on fait dans un secteur extrêmement urbanisé comme Paris, avec des correspondances dans toutes les gares, avec toutes les difficultés techniques que représentent les travaux correspondants. Pour le coup, on ne peut pas enlever ça. Alors, c'est vrai qu'on avait un programme qui était au départ extrêmement ambitieux en termes d'échéance, avec beaucoup de lignes qui devaient être en service à peu près en même temps, ce qui a entraîné une surchauffe en termes de capacité des entreprises à faire les travaux. Songez qu'à la fin de l'année, nous allons avoir 15 tunneliers, 15, qui vont creuser dans l'ensemble de Paris pour réaliser ce métro. C'est sans précédent. Donc il était nécessaire d'étaler quelque peu la réalisation pour pouvoir faire face. En France, sans précédent dans le monde? Dans un milieu urbanisé, c'est sans précédent. Et dans le monde, je crois que le record doit être à une vingtaine, et dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'agglomération parisienne. Donc de fait, ça nécessitait une montée en puissance assez considérable qui a conduit à un étalement de la réalisation avec l'arbitrage qui a été rendu par l'État il y a un peu plus d'un an, avec des échéances qui sont des échéances nouvelles et que nous allons respecter. Le plus difficile en fait dans ce chantier, qu'est-ce que c'est? Vous dites construire en zone urbanisée, mais
Oui, je crois que c'est le fait d'être dans des milieux qui sont très urbanisés, très contraints, avec des interférences avec les réseaux existants. On est loin d'être dans des terrains vagues, des terrains vierges. On a croisé des métros, on a croisé des trains, on a déplacé des réseaux, on a par moments des acquisitions foncières à faire, et puis on a réalisé ces travaux en maintenant des conditions de vie pour les habitants qui soient des conditions acceptables, malgré des chantiers qui sont extrêmement présents. Donc c'est toutes ces difficultés-là que nous avons à gérer lors de la réalisation. Et puis en amont de la réalisation, il y a toutes les phases de concertation pour faire un projet qui soit le plus adapté possible et qui permette non seulement de prendre le métro, mais aussi de se rendre à ce métro par tous les modes qui demain feront les déplacements, depuis des modes lourds comme les trains ou les RER ou les métros, jusqu'à des modes plus légers, trottinettes, vélos, etc. Je voudrais vous proposer de regarder une archive, c'était il y a une bonne quarantaine d'années maintenant, 1977, parce qu'on nous parle de transport rapide, de réseaux moins saturés. Ça nous rappelle évidemment quelque chose. Regardez ce qu'on disait des vertus attendues de l'un des derniers grands chantiers en France, en Île-de-France, c'est le RER, Réseau Express Régional, inauguré par le président de la République en personne, le RER A en 1977. Dans ce gigantesque chantier au cœur de Paris, la première réalisation souterraine s'achève avec l'ouverture de la station Châtelet-Les Halles. Véritable plaque tournante du réseau express régional, cette station est la plus grande du monde. D'une superficie de 2 hectares, dont près de la moitié réservée aux seuls services techniques, cette station pourra accueillir jusqu'à 80 000 personnes aux heures de pointe. La politique d'amélioration des transports en commun est en effet une politique nationale. Et c'est le sens du programme prioritaire du 7e plan intitulé « Mieux vivre dans la ville ». Partout, pour tous, il faut mettre les progrès technologiques au service de transports en commun plus confortables, non encombrés, d'un accès facile, ni bruyant, ni polluant. C'est quand même une vision idéale qu'on nous vend. Non, c'est amusant parce qu'il y a un autre passage où Giscard dit le mieux c'est le transport public, il faut réduire la place de la voiture, il faut moins prendre sa voiture parce que c'est polluant, etc. Il dit exactement le même discours qu'aujourd'hui, c'est assez frappant. Et alors c'est étonnant parce que je me dis, est-ce qu'on n'a pas progressé ? En fait, le problème qui se pose, c'est qu'en même temps si on faisait seulement le super métro, mais le problème, c'est qu'on continue à faire des routes, des autoroutes, à disperser la ville. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de cohérence globale. Des autoroutes, dites-moi ce qu'on fait comme autoroute. On continue à faire des tas de rocades, tout un réseau routier, on continue à étaler la ville, on continue à créer des zones commerciales. Écoutez-vous. On continue à créer des zones commerciales, je ne sais pas ce que va devenir Europa City, mais on continue à le faire avec d'autres un peu partout, on le fait avec des équipements qu'on met de plus en plus loin. La question que moi je pose, je suis désolé parce que je sais que c'est le plateau de Saclay, mais pourquoi est-ce que maintenant c'est fait ? Mais bon, pourquoi est-ce qu'il fallait impérativement concentrer les écoles, les super écoles centrales, polytechniques, etc., en Île-de-France sur un plateau relativement isolé ? Que ça soit en ville, oui, ça a un sens, mais ça pourrait être dans le centre de Narbonne. Mais là, cette fois, pardon de vous contredire, mais il y aura une gare. Oui, il y aura une gare, je ne sais pas quand, mais il y a un problème déjà depuis 15 ans, avec encore plus avec Polytechnique. Donc en fait, on a voulu garder ça en Île-de-France. Mais quel sens ça, l'ENA est à Strasbourg et les gens s'en portent très bien, quel sens ça a de vouloir conserver en Île-de-France alors qu'on a besoin ailleurs également de développement ? Je pense que c'est une vraie question qui est posée par le... Il y a une question politique d'ailleurs derrière tout ça, parce qu'on le voit dans cette archive qui est effectivement assez savoureuse, on voit le président de la République, c'est l'État stratège qui est là. Est-ce que finalement l'un des défauts de ce grand Paris Express, de ce super métro, c'est pas justement qu'une fois de plus, l'État dit voilà comment ça va se passer et puis derrière l'intendance doit suivre. Je me tourne vers monsieur le sénateur. Non mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de réalisations en France qui ont été décidées au niveau de l'État et qui sont des bonnes réalisations avec des grands projets, des grands programmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer la province, mais il faut prendre aussi en compte l'aspect humain. Vous posez la question sur le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent depuis des années, qui sont attachés. Alors on peut leur dire d'aller à Narbonne, effectivement, on peut leur dire comme ça autoritairement. On va leur dire vous allez à Narbonne, déplacez-vous. Mais aujourd'hui, on a déjà 15% de la recherche française et l'enseignement supérieur aussi exceptionnel.
Et derrière tout ça, c'est pas que des bâtiments, c'est aussi des êtres humains. Donc il faut y penser. Quand on pense à déplacer des choses, l'idée, c'est pas déplacer maintenant. tout. Maintenant, c'est fait. Par contre, pour la suite, il faudrait sérieusement se poser la question. En tout cas, quand je vous écoute, D'autant qu'on vous peut nous dites on ne peut pas faire comme si la France n'était pas la France, c'est-à-dire un pays centralisé depuis des siècles. Ah, ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. Hein, soyons clairs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut figer l'Île-de-France et qu'il faut déshabiller l'Île-de-France non plus. Quoi, moi, en tout cas, je suis francilien depuis toujours et je suis très attaché à ma région. Tout le monde n'est pas attaché à la région Île-de-France. Moi, j'y suis très attaché et je considère que c'est normal d'essayer de continuer à la développer et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants, notamment en banlieue. Parce qu'en banlieue, on ne peut pas dire que ça soit toujours une vie rêvée. Donc on nous parle souvent de la ruralité, mais que les ruraux aillent habiter en banlieue, ils verront ce que c'est aussi. La moitié des gens qui habitent en Île-de-France veulent s'en aller quand même. Bernard Catlin, il y a quelque chose d'important parce que on voit bien, c'est une question qui concerne bien au-delà de l'Île-de-France. On parle depuis tout à l'heure, c'était d'ailleurs présent dans le documentaire, dans la bouche de Christian Blanc, l'un des inspirateurs du projet, de la concurrence entre les grandes métropoles. Un habitant de l'Île-de-France, il ne se pense pas nécessairement comme étant en concurrence avec un habitant de Londres, par exemple. Mais c'est une réalité, cette concurrence ? Un habitant, il n'est peut-être pas en concurrence lui-même. Par contre, l'entreprise dans laquelle il travaille, elle peut être en concurrence avec une autre ville. On le voit avec le Brexit, avec l'idée qu'un certain nombre d'activités puissent rejoindre l'Europe. Et le fait que Paris soit bien placé en la matière est assez essentiel. Le fait donc d'avoir des réseaux de transport et des facilités qui permettent de faciliter ce type d'implantation, c'est un élément tout à fait fondamental dans la réussite d'une métropole comme le Grand Paris. Donc oui, il y a une concurrence internationale en termes d'implantation d'activités, en termes de développement, et même si ce n'est pas contradictoire avec le développement d'activités en province, je pense que Ce n'est pas contradictoire, parce qu'on comprend quand même qu'il y a peut-être une concurrence entre les grandes métropoles, mais il y a aussi manifestement une concurrence entre elle ne se fera pas entre Narbonne et Tokyo ou entre Narbonne et Londres, elle se fera bien entre Paris et Londres. Donc le fait de développer Paris est un élément tout à fait structurant pour que la France puisse se développer plus globalement. Jacqueline Nortois, puis après je vous donne la parole. Souligner qu'un jeune qualifié sur deux vient en Île-de-France occuper son premier emploi. Donc les régions financent des formations, des qualifications de leurs jeunes élites et ils se la font faucher par Mais parce que les emplois sont là. Parce que les emplois sont en Île-de-France. Et après, les entreprises d'Île-de-France financent une professionnalisation de ces jeunes qui concurrencent les jeunes d'Île-de-France qui, eux, ont du mal à trouver du boulot. Et puis après, cet investissement est perdu par les entreprises parce que les gens, dès qu'ils ont 30 ans, dès qu'ils ont une famille, dès qu'ils ont des problèmes de logement, d'enfants, etc., ne pensent qu'à une chose, c'est à quitter l'Île-de-France tellement c'est invivable pour les familles et que c'est fait pour les actifs. Olivier Rasmont. Oui, il y a la moitié des Franciliens qui veulent quitter la région. Je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête. Alors je ne dis pas que ça va se faire demain, et d'ailleurs ils ne le font pas nécessairement ou sauf à la retraite, mais on a vraiment l'impression, alors là encore, hein, si le projet avait, et il l'aura peut-être d'ailleurs à la fin, comme vous venez de le dire, puisque 90% des habitants de la métropole, en fait, donc c'est-à-dire du centre, du cœur de l'Île-de-France, seront à proximité des gares ou à moins de 2 km, si encore tous ces gens, finalement, pour aller à la gare, prenaient tout sauf la voiture. Pourquoi pas la voiture ? D'abord pour des raisons d'espace, parce que tout simplement on ne peut pas mettre toutes les voitures au même endroit au même moment, donc il faut venir autrement, sinon ça va être totalement encombré. Donc si encore on faisait cette intermodalité-là, je ne suis pas certain, avec le plan d'économie qu'on a vu passer le mois dernier et qui était un peu en sous-main, il était question de sortir les consignes à vélo des gares, il était question de limiter, et par ailleurs ça ne dépend pas que de vous. Alors là-dessus, Bernard Catlin, Ça dépend des villes qui sont des villes aussi du foncier. Bernard Catlin, là-dessus, répondez. Tous les maires. Il est très clair que la réussite du Grand Paris Express, elle passera par la réussite de l'intermodalité, et il n'est pas question une seconde de faire des économies sur le dos de l'intermodalité. Il y a des questions sur les modalités de réalisation. Quelle est la meilleure façon d'implanter des consignes Véligo, des consignes à vélo? Est-ce que c'est à l'intérieur des gares ou est-ce que c'est juste à l'extérieur? C'est ça qui est en débat, c'est tout. Mais le fait de pouvoir permettre à l'ensemble des usagers du métro de pouvoir venir en vélo, de pouvoir venir à pied, le cas échéant, facilement, ou par les bus ou par d'autres modes de transport, demain éventuellement avec des véhicules autonomes mais qui permettront d'éviter la saturation. C'est tout ça qu'il nous faut penser, et c'est pour ça que la Société du Grand Paris, elle a pris en charge le financement d'études de pôle sur l'ensemble des 68 gares du Grand Paris Express pour regarder comment aménager au mieux ces espaces et faire en sorte que l'intermodalité soit réussie. Jacqueline Nortois, une des raisons pour lesquelles
des Franciliens, comme le disait Olivier Razmon, souhaitent quitter l'Île-de-France, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on y circule mal et qu'on y respire mal. Est-ce que ce Grand Paris Express a pas au moins un mérite, c'est d'améliorer peut-être le bilan écologique de cette région? Alors justement, moi je vais très souvent sur le quartier Batignolles, qui est considéré comme un écoquartier. Le chantier est absolument insupportable. La poussière, le balai de camions, Mais c'est un investissement. tours, mais oui, mais Revenez à la fin des travaux. Dans le calcul justement sur l'éco-économie de ce quartier Batignolles, on a intégré les pollutions sonores, de l'air, les dépenses générées par ce chantier. Je ne peux pas ne pas vous poser la question, on parlait des délais, il y a une autre question très importante qui est celle du coût, du financement. Régulièrement, on a des articles dans la presse, notamment à la suite des rapports de la Cour des comptes, sur les dérapages qui sont très importants. Là aussi, quels sont les garde-fous ? Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Le projet n'est plus ce qu'il était à l'origine. On a rajouté par rapport à ce qu'étaient les estimations d'origine davantage de gares et beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc ça participe à l'évolution des coûts. Et on a fait l'an dernier une opération vérité en regardant en fonction des contraintes que nous avons pu constater dans les premiers travaux, quelles étaient les marges qu'il était nécessaire de prendre pour pouvoir tenir dans l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire pour la réalisation du Grand Paris Express proprement dite, 35 milliards d'euros, valeur 2012. 35 milliards d'euros. Ça, Olivier Razmon, on était à 19 milliards en 2013 quand même. Sur un projet différent, oui. Là-dessus, je me place, voilà, je me mets dans la peau du contribuable et qui regarde ce qui s'est passé. Alors, évidemment, les situations ne sont absolument pas comparables. Mais Grèce, 2004, on fait des infrastructures pour les Jeux Olympiques et puis on se rend compte après coup qu'on n'avait pas tout à fait les moyens de les financer. On est préservé de ça. Bon, c'est pas pour les Jeux Olympiques, là. Hein, le Grand Paris Express, il est pour améliorer la vie. Parce qu'il y a une partie, attendez, il y a une partie. En tout cas, il y a une ligne qui a été privilégiée par rapport aux Jeux Olympiques de 2024. Mais dans l'ensemble, c'est un nouveau métro automatique qui va améliorer considérablement la vie des Franciliens. On aurait pu en parler évidemment pendant des heures parce que c'est un sujet qui est passionnant et on va en parler pendant des années. Ça ne fait aucun doute. Donc, on n'est pas à notre dernier débat sur Public Sénat sur cette question. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vais renvoyer à quelques ouvrages, notamment le vôtre, Olivier Razmon, chronique impatiente de la mobilité quotidienne. Je peux vous l'offrir d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, tenez monsieur. Très beau livre de Robert Doisneau, La banlieue en couleur, qui voilà, nous renvoie aussi voilà, à ce qu'était la banlieue il y a quelques années, et puis à quelques décennies, et puis à ses transformations successives. Deux ouvrages collectifs publiés en 2017, Aux origines du Grand Paris, 130 ans d'histoire, aux éditions Locaux, et puis et puis Grand Paris Express, manifeste de la création, pardon, c'est aux éditions alternatives. J'allais oublier de signaler à nouveau votre blog, Olivier Razmon, qui est sur le site du journal Le Monde, un blog sur toutes les thématiques de la mobilité. Merci encore à tous les quatre. À suivre sur Public Sénat, ce qui est peut-être l'un des plus beaux documentaires qu'on ait pu voir cette saison sur notre antenne. Documentaire au départ sur le combat d'ouvriers pour éviter la fermeture de l'aciérie de Saint-Saulve dans le département du Nord. Combat qui illustre les errements de la politique industrielle dans notre pays. Pendant un an, Éric Guéret s'est immiscé dans le quotidien de l'usine Ascoval, une usine qui à ce jour encore cherche un repreneur. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en deuil.